Est-ce que tout le monde m'entend? Bonjour tout le monde. Petit rappel au niveau timing, très important. On commence à l'heure. Il y aura une pause à 15h30 et un retour ici à 16h pour une restitution des 3 tables rondes. Là, vous êtes sur la table ronde qui est le thème réduction des risques liés aux usages des produits psychoactifs. On a titré un difficile accès à la parole et aux outils. Alors, on ne va pas parler que des difficultés, hein, évidemment. Je me représente, parce que je suis intervenu ce matin sur une question. Moi, je suis Bastien Guillermin, je suis chef de service dans un XAPA en Ile-de-France qui intervient sur la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine à Nanterre. Je suis par ailleurs aussi administrateur de l'association Prosbus 3132 qui intervient à Marseille et en Ile-de-France avec un parcours en réduction des risques. J'ai travaillé longtemps carré avant d'arriver au XAPA il y a 10 ans sur la maison d'arrêt de Nanterre. Je voulais juste faire un petit rappel aujourd'hui de la question de la réduction des risques, la question du soin en prison, parce qu'il y a un contour légal très précis qui existe, qui a commencé finalement à une vraie révolution qui a été faite en janvier 1994, donc un certain nombre d'années, puisque en janvier 1994, il y a une loi qui est sortie et qui a en fait en sorte que le soin soit géré par des opérateurs de santé, non pas par l'administration pénitentiaire, mais par l'hôpital public. Donc c'est l'hôpital public depuis janvier 1994 qui s'occupe de la santé des personnes détenues. Et dans cette loi, on garantissait l'équivalence d'accès aux soins, la qualité d'accès aux soins équivalente à celle de la population libre. Loi qui a eu diverses alternatives et un renforcement en 2016 avec un accent appuyé sur prévention, repérage, dépistage et réduction des risques. On va se rendre compte rapidement aujourd'hui qu'il y a une hétérogénéité des prises en charge et puis de l'application de cette loi selon les établissements. On en a parlé ce matin. Peut-être un déficit d'harmonisation, un déficit d'outils ou en tout cas de choses, de rencontres précises entre les différents acteurs, les acteurs santé, justice, prévention, réduction des risques, tout le monde s'y perd un peu. On a parlé aussi un petit peu des éléments de langage, des lexiques communs, pas de lexiques communs, etc. Tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a diverses interventions de réduction des risques dans les établissements pénitentiaires. Il y a un guide méthodologique qui existe, mais qui est un guide finalement qui l'utilise, qui ne l'utilise pas. Je vais présenter du coup trois équipes qui interviennent de façon un petit peu différente et peut-être avec des pratiques communes. Donc il y aura d'abord une équipe du XAPA pénitentiaire des Baumettes, en présence du docteur Damien Moyon et de Virginie Warin qui est éducatrice. Il y aura ensuite Cynthia Dran qui est infirmière. Pas du tout. Alors, qui est éducatrice spécialisée au XAPA Villa Floréal d'Aix-en-Provence et qui me semble intervient à Salon-de-Provence et à Lille. J'ai bon? C'est ça. J'ai bon. Et ensuite, Joachim Lévy, directeur de l'association Nouvelle Santé Communautaire, l'année vert, le travail du dedans et le travail du dehors. Donc, merci à eux et je vais donner la parole à Damien et Virginie pour vous faire une première présentation sur le domaine. Merci. Merci beaucoup de me donner la parole, merci d'être là aujourd'hui. On va avec Virginie vous présenter un peu ce qu'on fait au XAPA des Baumettes. Je vais présenter un peu le XAPA rapidement, présenter quelques chiffres sur les personnes qu'on accompagne et les consommations, les modalités de consommation qu'il peut y avoir chez les personnes qu'on accompagne. Et puis, on a eu envie de mettre l'accent sur un atelier qu'on met en place en détention, enfin au sein du XAPA, pas en détention, qui est un atelier sur la réduction des risques. Voilà. Donc le XAPA des Baumettes est un peu particulier parce que il est habituellement en France, la majorité des interventions en addicto et en réduction des risques, ce sont des XAPA référents qui viennent de l'extérieur. Là, le XAPA des Baumettes, c'est un XAPA intracarcéral, il n'y en a que 11 en France. Alors ça a des avantages et des inconvénients, on est vraiment dans la place et on peut peut-être agir un peu plus sur des modifications de pratiques en profondeur avec les partenaires santé, UXA ou CMPR ou l'administration pénitentiaire. Mais ça a un désavantage aussi certain, c'est l'accompagnement vers la sortie où il faut faire un relais obligatoire et on ne peut pas les accompagner une fois qu'ils ont franchi la porte. Le XAPA des Baumettes, c'est pas juste aux Baumettes.
Beaumet, c'est aussi à la Valentine, puisqu'il y a un établissement pour mineurs à Marseille, et qu'il y a une CJC qui intervient là-bas, une éducatrice à temps plein, et moi j'y interviens une demi-journée par semaine. La mission du XAPA est vraiment classique comme les XAPA à l'extérieur, avec une mission spécifique autour de l'accompagnement vers la sortie, avec une équipe pluridisciplinaire. Là, pour le coup, on est bien doté et pas bien doté parce qu'on a toujours envie de plus, parce qu'on a envie de mieux faire, et les moyens, on en veut toujours plus, j'en profite, hein, puisque c'est là, on a besoin de sous. Bah oui, bien sûr, il faut toujours en profiter quand l'institution est là. Voilà, une équipe composée de travailleurs socio-éducatifs, principalement des éducateurs spécialisés, une assistante sociale, deux psychologues, 3 infirmières et un médecin. Voilà, l'accueil, il se veut inconditionnel, hein, quelle que soit la trajectoire de la personne, avec un respect de la confidentialité. Mais encore une fois, confidentialité en milieu carcéral, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un vain mot parfois, puisque les mouvements sont connus et les personnes, quand elles viennent nous voir, l'administration pénitentiaire sait où elles vont. Et ça, on ne peut rien y faire. Alors c'est vrai qu'un intervenant extérieur, bon, je ne sais pas si ça change grand-chose quand vous intervenez, l'administration pénitentiaire sait que vous intervenez aussi, de toute manière. Donc, voilà, en tout cas, on essaye un respect de confidentialité au moins sur les entretiens, puisqu'on est dans des bureaux fermés, pas accessibles, en tout cas pas de présence du personnel pénitentiaire, et le respect du secret professionnel, évidemment. L'accueil est essentiel, puisque c'est un premier contact. Souvent, je dirais presque 40-50% des personnes qu'on accueille pour la première fois n'ont jamais eu de contact avec un professionnel de la dictologie. Donc c'est essentiel en fait ce premier contact où on va poser les bases peut-être d'une alliance, peut-être d'un accompagnement, peut-être d'un projet ou pas. Peut-être que ça va être du one-shot et qu'il n'y aura pas de besoin identifié, en tout cas elle n'en a pas l'envie et c'est ok, il n'y a pas d'obligation de soins en prison. Ça aussi c'est important de le rappeler, les gens viennent librement, s'ils ont au moins cette liberté-là, c'est d'accepter ou de refuser ce qu'on leur propose. On va, s'ils souhaitent avoir un accompagnement, là pour le coup, définir avec eux en fonction de leurs besoins, un parcours, un accompagnement individualisé, avec un document spécifique, et ça va aller soit de la réduction des risques jusqu'à un souhait d'abstinence. On n'est pas là pour les inciter à quoi que ce soit, on est d'une neutralité, on est là pour s'adapter à eux. La réduction des risques actuellement au Beaumet, elle n'est pas spécifique au XAPA. Enfin, comme dans toutes les unités sanitaires, la réduction des risques, elle appartient à tous les professionnels de soins des unités de soins. Donc, en premier lieu, quand elles arrivent, elles ne voient pas le XAPA, on est plutôt en 2e ou en 3e relais. Premier qui voit, ça va être une infirmière de l'unité sanitaire ou un médecin généraliste. Et il va y avoir une proposition systématique de dépistage de sérologie pour la personne arrivante. Il va y avoir différentes mesures de réduction de risque qui sont pas spécifiques à la dicto, donc toute personne détenue, un protocole pour des personnes qui vont être amenées à faire de la coiffure. Le coiffeur va avoir une formation par une infirmière de l'unité sanitaire pour bien comprendre les enjeux de contamination et de désinfection du matériel. Il va y avoir la délivrance de préservatifs internes et externes avec du lubrifiant. Il va y avoir la possibilité de traitement post-exposition. La PrEP, par contre, là pour le coup, à Marseille, au Beaumet, ça n'existe pas. En tout cas, c'est pas parlé, j'ai l'impression, je discutais avec les équipes de l'UXA, c'est un sujet qui est, comme on l'a vu ce matin, un petit peu tabou, un petit peu difficile. On sent les soignants un petit peu en difficulté par rapport à cette question-là. La proposition de la vaccination contre l'hépatite B est évidemment systématique en cas de sérologie négative, et puis l'accès au traitement antirétroviral, évidemment, avec la présence d'un infectiologue qui vient une fois par mois au Beaumet. Ce qui est spécifique au XAPA,
ça va être l'accès à des modalités de consommation qui sont très limitées, et c'est là où on rejoint le titre, hein, un difficile accès aux outils, à part pouvoir fournir des roules à paille, on est quand même limité, on va fournir des digues, qu'est-ce qu'on va fournir d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté? Les préservatifs comme à Luxel en fait, hein, ça va être la même chose. Il y a la réduction des risques à distance là, qui est un peu particulière, alors est-ce que tu peux nous en dire un mot Virginie? On a, il y a quelques années, voilà, pu avoir accès à la réduction des risques à distance avec le patio sur Avignon et la possibilité de commander du matériel de réduction des risques, voilà, toutes sortes de matériel en lien avec l'addiction, hein, et surtout du matériel qui n'est pas possible de pouvoir se procurer, enfin, de pouvoir donner l'accès en tout cas aux personnes en détention, je pense en particulier aux seringues et tout le matériel d'injection. Donc il y a possibilité de commander sous couvert d'anonymat et nous on récupère ce matériel et qu'on peut déposer à la fouille pour la personne quand elle va sortir de détention. Ça reste quand même assez limité dans la mesure où enfin, par expérience, les personnes qui sont vraiment concernées par ce type de matériel en général ont déjà identifié des lieux ressources à l'extérieur où en sortant elles vont aller directement en carbone de se procurer ce matériel. Mais voilà, c'est arrivé pour des personnes qui ne connaissent par exemple pas bien Marseille, le temps qu'elles puissent retourner dans leur lieu de vie. Voilà, avoir recours à ce type, ce type de prestations, c'est vraiment chouette. Et après, en plus, il y a enfin, on leur explique comment ça marche et elles peuvent continuer à avoir la délivrance de ce matériel de manière anonyme par le biais du patient. Et l'analoxone, je voulais rajouter. J'allais en parler, vas-y. L'analoxone, pardon, donc il y a une possibilité de le distribuer en détention, mais pareil, enfin, à la fouille en sortant. Il y a un petit, voilà, c'est protocolisé évidemment, avec une petite formation qui est faite pour les personnes concernées. Et on a les deux possibilités, le mixoïde ou le prénoxade en intramusculaire, et avec un support vidéo fait par le CUP qui est très bien dont on se sert. Et voilà, une petite formation pour les personnes concernées, avec remise à la fouille du produit, parce que, enfin, en tout cas, Nixoïde, on pourrait peut-être le distribuer, mais voilà, des seringues pas en contention, donc à la fouille. Ouais, ça me semble essentiel là. Quand on parle de réduction des risques, c'est vrai que c'est une journée co-révi, on parle pas mal infectieux, mais on est sur de la réduction de risque globale, évidemment. Donc la prévention des overdoses d'opioïdes, elle est essentielle pour nous à la sortie de l'incarcération. On sait que le risque est plus important, donc il y a la mise à disposition de cette naloxone, cet antidote avec cette formation spécifique. Il y a les TSO, hein, méthadone, buprenorphine, bon, ça dans toutes les prisons, toutes les unités sanitaires, il y a la possibilité d'avoir ce traitement et le relais vers l'Oxaba à l'extérieur, à la sortie évidemment. Quand on parle de réduction des risques, ça va être aussi concernant l'alcool. Alors on s'est formé à la méthode IACA. Si vous ne connaissez pas, je vous engage à aller faire un petit tour sur internet et chercher ça, IACA, qui est assez intéressante, je trouve, dans un changement de paradigme autour de l'alcool, d'arrêter d'être dans une démarche d'arrêt et d'abstinence. Enfin, c'est l'idéal des personnes qui sortent d'incarcération. C'est un message qu'elles nous renvoient à nous soignants, c'est quasiment pour nous faire plaisir, mais arrêtons de nous leurrer. Quand elles sortent, 90% vont consommer. Donc il y a un message de réduction des risques indispensable à faire. Et cette méthode, je pense, est quand même intéressante. Nous, là, on l'emploie et ça amène des discussions très très riches. Et puis pour terminer, évidemment, on est plutôt dans la promotion de la vape concernant tout ce qui peut être fumé. Alors l'accès à la vape en détention est quand même très limité pour ceux qui bossent, vous le savez bien, avec un marché national de la cigarette électronique de première génération toute pourrie. Bon,
C'est mieux que rien, on va dire. Elles sont super fragiles, elles se cassent vite, mais malgré tout, c'est quand même aussi une expérimentation et d'avoir un discours autour de cette réduction des risques. Je trouve que c'est intéressant à voir. Voilà, 2025-2026 et plus, si affinité, on s'engage, nous, à remettre, et là c'est vraiment 2025, c'est les TROD, on est en retard, je trouve, sur les TROD. On a changé d'équipe, donc on s'est formé en septembre 2024 sur les TROD, en 2025 on les met en place. Voilà, ça c'est un peu la limite des GoMatch, je trouve. Mais on est dedans, on y va. L'idée c'est aussi, ok, on n'a pas le droit au programme d'échange de seringues, même si le projet avait été bien mené il y a quelques années avec mon prédécesseur, avec un projet en accord avec l'administration pénitentiaire où tous les feux étaient ouverts et souvent c'est une histoire de personnes et ça c'est bien dommage. Il suffit de changer de direction pour que ces projets de politique, de programme d'échange de seringues s'arrêtent brutalement. Et là, nous sommes face à un mur aujourd'hui concernant les seringues. Dès que j'en parle, c'est vraiment c'est hors de question. Alors, si on ne peut pas parler de seringues, on va parler de pipe à crack dans ces cas-là. Pipe à crack, ah non, c'est du verre, désolé, c'est pas possible, le verre, c'est dangereux. Oula, bien sûr. Bien sûr. Donc, on s'engage, nous, à chercher du matériel où il n'y a pas du verre, où on est en train de chercher du matos avec du matériel qui ne soit pas dangereux sur le plan sécuritaire. Et j'espère bien l'imposer d'ici la fin de l'année au GoMet et pouvoir donner en détention et pas qu'à la fouille, parce que les pipes à crack, on ne donne plutôt à la fouille, à la sortie, et qu'on puisse le donner en détention. Voilà un peu le panorama de ce qu'on peut faire. Les consos des personnes détenues au GoMet, avant la prison, quelques chiffres comme ça que j'ai cherché sur les précédentes années. 50% de polyconsommateurs, donc déjà on s'y perd un peu, il n'y a pas un produit mais des produits. Si on prend le premier produit, le produit qu'ils préfèrent, ça va être le cannabis principalement pour les personnes qu'on accompagne, un tiers, et un quart, 25% consomment de l'alcool de façon importante. La cocaïne vient en troisième, 20%, mais quand je dis 20%, c'est premier produit. Évidemment, c'est, j'imagine, 40-50% de personnes qui consomment de la coke au moins de temps en temps. C'est vraiment un produit à Marseille qui est majeur. Voilà, et le dernier, c'est l'Irica qui arrive en force. Le Lyrica, 10% des personnes qu'on accompagne au XAPA consomment en premier lieu du Lyrica chez des personnes plutôt migrantes. Voilà, les modalités de consommation, 3% d'injecteurs, 9% d'usagers en sniff et 8% de cocaïne fumée. Ça reste des chiffres dans la moyenne nationale de ce qu'on a sur des chiffres officiels d'il y a une vingtaine d'années. Donc ça a dû évoluer, mais c'est toujours ce qui est ressorti en fait, dans les chiffres nationaux sur les consommateurs, je trouve. Voilà en gros. Alors après, sur le plan qualitatif, pendant l'incarcération, parce que évidemment ça ne s'arrête pas à l'entrée de la prison, on a d'autres consommations qu'on ne voit pas forcément là, on n'a pas de chiffres, mais plutôt des... On n'a pas du tout de données, mais ce qui en ressort... Mais par contre, on a des retours. Voilà, ce qui en ressort, c'est principalement, comme à l'extérieur, le premier produit consommé en détention est le cannabis. Alors après, en deuxième, troisième, c'est difficile à dire, mais en tout cas, les deux autres produits les plus consommés en détention sont la cocaïne et les médicaments. Donc les médicaments alors détournés et le mésusage aussi de médicaments, les deux, avec évidemment les basos et les opiacés comme le tramadol, la maline. L'Irica, il y en a, mais pas tant que ça en détention. Retour auprès d'un peu des collègues. L'alcool, c'est pareil, c'est quand même pas une consommation qui est quand même phare en détention, c'est quand même compliqué. Ça peut rentrer, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est plus, on va dire, par période de fête, Noël, où ça va rentrer, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment cannabis, cocaïne et tous les médicaments psychotropes détournés. Parce que qui peuvent aussi, évidemment, qui
sont prescrits pour des traitements. De façon vraiment exceptionnelle, quand on parle de modalités de consommation, on est une fois de temps en temps confronté à cette demande de seringue qui n'est pas banale parce qu'on est vraiment en porte-à-faux et on se sent vraiment complice de transmission en détention parce que la personne elle dit moi je m'en fous, je l'aurai la seringue, on le sait et je sais qu'il y en a et je sais comment en avoir et on sait qu'il y a des personnes qui ont aussi un virus et on sait qu'ils peuvent être ensemble et on sait tout en fait et on est coincé. Donc il y a vraiment un malaise énorme de la part des soignants face à ce qui se passe actuellement. Alors c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas 2025, hein, c'est depuis 1994 et cette nouvelle loi et tous les soignants qui sont rentrés à ce moment-là, ça fait 30 ans quand même, et ça fait 30 ans que ça bouge pas. Donc c'est quand même un souci énorme. Même si c'est une goutte d'eau, c'est peu, hein. Une fois de temps en temps, on dit ok, ça va. C'est pas, mais oui, mais sauf qu'on est complice, quoi. Pour les seringues, mais par exemple les pipe à crack, c'est pas une fois de temps en temps. Oui, bien sûr. Et c'est de la fabrication artisanale qui ne donne pas de. Donc voilà, ça c'est les limites, vous les connaissez sûrement. Maintenant il y a du positif, on arrive quand même à les accueillir et à les rencontrer et à faire un chouette travail avec eux. Ouais, on n'a pas envie de vous parler, peut-être pour terminer, d'un groupe de réduction des risques et des dommages qui existe maintenant depuis 1 an. La volonté était de partir sur ce groupe mixte et de ne pas focaliser sur un produit en particulier, mais de mélanger l'ensemble des produits, donc de partir plus sur les modalités de consommation plus que sur un produit en lui-même. C'est un groupe qui se fait une session qui représente 2 séances. La première, elle est organisée autour d'un jeu qui s'appelle le jeu de la ligne, avec des affirmations permettant de dire si on est d'accord ou pas d'accord. Pourquoi ce type de jeu? Pour tout simplement y mener du débat. Pour dépasser un peu les représentations que peuvent avoir les personnes en arrivant sur la RDR de manière générale, sur les consommations, de dépasser ses opinions, pourquoi pas d'échanger. On intervient, nous, finalement très peu, on les laisse vraiment débattre entre eux, il n'y a pas de stricte vérité, on n'apporte pas forcément de réponse absolument, voilà c'est ça qu'il faut faire, pas ça. Évidemment s'il y a quand même quelques messages qui peuvent passer, mais c'est vraiment par rapport à leur vécu où des choses ressortent et on peut intervenir quand même évidemment quand il y a des choses énormes qui sont dites, mais en général ça se régule assez facilement. Et la deuxième séance, elle est organisée autour du matériel de réduction des risques, avec ce qu'on parle depuis le début, malheureusement c'est cet écueil qu'on a de présenter du matériel qui malheureusement qui ne peut pas être distribué en détention. Je pense en particulier au pipe à crack où on en a tout un panel et puis pour l'instant évidemment ils demandent à pouvoir repartir avec et pour l'instant c'est pas possible, si ce n'est que le proposer à la fouille, mais en tout cas leur montrer le matériel qui existe parce qu'à l'extérieur c'est pour les gens qui veulent continuer leur consommation, en tout cas leur montrer qu'il existe différents outils présents, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ignorent. Donc ça va du matériel dont on a parlé et là on fait aussi le parallèle avec les infections, les IST en particulier et la présentation de DIG qui est récente sur les baumettes, sur l'oxapar. Voilà. C'est ok. Merci beaucoup. On a un petit peu de temps à la fin des interventions pour les questions. Du coup, je vais passer la parole à Cynthia, qui est éducatrice spécialiste. À vous la parole. Alors moi, je vais partir sur un autre point, parce que nous, on est certains référents et comme les baumettes, effectivement, de la Villa Floréal, qui intervient sur des salons, mais je vais plus pour parler de salons du travail.
où j'ai plus d'affect et je suis 3 fois plus investie, à savoir que sur Salon, il y a 650 à peu près détenus, personnes détenues, et j'en profite, et que je suis à mi-temps. Voilà, sachant que je suis moitié SAS, moitié Salon, ce qui fait que je me suis arrangée d'être plus présente sur le CD de Salon, et à savoir que je suis seule à Salon. Il y a le chef de service du XAPA détaché des médecins psychiatres sur l'une, et notamment sur Salon, mais qui ne sont pas à plein temps, qui sont à mi-temps et voire de demi-journée dans la semaine. Ça fait 6 ans que je pratique, ça 7 maintenant. C'était une création de poste et ça a été très compliqué parce que dans le milieu hospitalier, les éducateurs spécialisés ne sont pas reconnus. Donc, personne ne connaît, ça fera l'émission, etc. Donc il a fallu faire la place. J'explique parce qu'il y a une historique quand même, et je vais venir après où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et donc du coup, il a fallu un petit peu montrer ce qu'on sait faire, etc. Parce qu'on n'est pas dans le soin, enfin, on n'est pas infirmier, on n'est pas médecin, on est bâtard, en gros, hein, l'éducateur, c'est pour les mineurs, etc. Et donc on fait aussi des démarches administratives, etc. Bref, suivi social, suivi socio-éducatif. Ok, là-dessus, il manque aussi des bureaux. Donc là-dessus, on se pousse, je veux un bureau, non, tu viens pas, toi t'es éduque, t'as pas besoin, t'es pas infirmière, tu fais des entretiens, mais t'en fais pas. Bref, on y arrive, on s'accorde avec la direction à faire une moitié en bas à l'unité sanitaire, entre l'unité sanitaire, donc l'UXA, le somatique, le SPAC chez nous, la psychiatrie, et on s'accorde avec la pénitentiaire pour avoir au moins un temps pour pouvoir intervenir en entretien, faire des entretiens, en quartier socio-éducatif, en dehors du soin. Pas grave, éduque, on passe partout. Là-dessus, on travaille un petit peu au niveau des addictions, et là on dit qu'est-ce qu'on fait? Ok, le somatique, on essaye, on voit, ça ferme les portes. Ça passe, c'est les addictions. Psychiatrie, c'est les addictions. Donc là, on apprend la guerre entre le somatique et la psychiatrie. Tu fais, oh là 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 là. C'est compliqué. On travaille pour les personnes détenues, mais c'est compliqué. Bref. Ok. Là-dessus, donc par la suite, donc, du coup, je vais faire de la réduction des risques et des dommages. C'est compliqué. Je fais toujours des entretiens, préparation à la sortie, coordination des soins. On essaye de se référer au référentiel. Là, je fais compliqué. C'est pas possible, donc on s'adapte. Du coup, je me suis dit, merde, on va aller vers. On voit des personnes qui sont à l'unité sanitaire, ok, ils ont des prescriptions psychiatriques, somatiques, des bobologies, mais il y en a qu'on ne voit pas. Ils vont bien, hein, on ne le voit pas. Mais sauf qu'on ne les voit pas, mais ils ne vont pas bien, parce qu'ils sont carencés aussi au niveau éducatif, elles n'ont pas appris à avoir accès aux soins, etc. Donc du coup, allez, et donc là-dessus, on essaye de mettre des projets en place, aller vers, notamment code de la route, les addictions, forcément. Ils ont perdu à cause de l'alcool, à cause du toxique, etc. Allez, on y va. Ouais, je fume pas, ok, on y va. Donc les lunettes, on achète des lunettes spécifiques, on fait un parcours avec l'éducation, c'est l'éducation nationale hein, qui fait le code de la route. Ok, etc. Mais ils ne sont pas du tout dans le soin. Hein, le toxique, c'est pas leur truc. C'est accordé, etc. On prépare ça, donc ça c'est acquis, etc. SIDAction, des journées SIDAction, parce qu'ils font les SIDAction, la détention à savoir, c'est des Olympiades. On s'accorde, là encore, avec les éducateurs sportifs. Avec les éducateurs sportifs. Là-dessus, ma boîte à outils, Jo, de Nouvelle-Eau, je le dis, hein, parce qu'à chaque fois que je l'appelle, il est là. Donc on y va, etc. Il y a Solancy, le CRIRA BS, etc. On arrive à mettre les choses en place pour aller voir les super sportifs qui fument du cannabis. Allez voir, si vous pouvez aller voir un jeu de foot entre détenus, c'est du rugby. Bref, ou un éducateur sportif ne connaît pas du tout les règles du sport et que au final, ça finit en bagarre générale. On maintient comme ça un petit peu, sauf que là, il y a la direction effectivement qui part. Parce qu'on est, à savoir qu'on est rattaché à la direction ATF, donc le partenariat avec plusieurs directions au niveau de la détention, qui part, et là tout s'écroule. Les directeurs partent de l'ATF,
L'éducateur sportif avec qui on faisait des choses, on travaillait bien, est parti, mais là, tu es seul. Et là, tu essayes de remettre des choses en place, etc. C'est complètement impossible. Tout se ferme, vraiment tout se ferme. Du coup, cette année, on s'est dit, on va faire autrement. Toute seule, de toutes les façons que ça passe, je peux pas. Je suis pas magicienne, j'ai des alliés, de toute façon, j'essaye des petites actions, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Hein. Tout seul, l'immunité, voilà, c'est pas possible. Il s'avère qu'avec Rida, SIDAction, du coup, on a pris contact, qui nous a mis grâce à lui, a su l'UXA, parce qu'ils étaient complètement détachés, hein, bien évidemment, hein, détachés au niveau de la santé sexuelle, donc du coup, de mettre en lien, et ce qui fait qu'on a eu de la chance, parce qu'il y a des départs et des arrivées, qu'il y a une nouvelle cadre infirmière de l'UXA, qui, elle, a été sensibilisée sur ça. Du coup, elle a été OK sur un projet qui était déjà réfléchi. Ça fait 6 ans qu'on essaie de le travailler toute seule, hein, à savoir, à mettre des petites choses en place. Donc du coup, je reviens, l'UXA est OK, le SPAD est OK, donc du coup, on construit ce projet, on construit le projet, etc. C'est le bonheur, c'est l'affaire de tous. Santé sexuelle en détention, les voir surtout en salon, à savoir que, comme on disait encore ce matin, c'est fléché à ICS. Et donc, du coup, il y a beaucoup de violence. Et donc, ah oui, salon du centre de détention, pour ceux que les personnes ne savent pas, c'est des personnes écrouées, d'accord, de moyenne à longue peine. Donc, la vie y est. Hein. Donc là, on essaye de revoir avec Corévi, parce qu'on avait aussi mis des choses en place, avec le Corévi, avec Joachim Nouvel-Aube, de pouvoir réfléchir à des formations, quitte à aller à l'inverse, et cette fois-ci, c'est pas encore devenu, dédiaboliser au niveau de la santé sexuelle auprès du personnel pénitentiaire, des formations, de proposer des formations pour qu'on puisse accéder et transmettre les informations pour pouvoir par la suite donner les outils, avoir l'autorisation d'avoir les outils nécessaires pour faire la prévention, pour faire la réduction des risques. Marche à l'envers. Hein. C'est réfléchi, hein, 6 ans, je vous le dis. Là-dessus, donc du coup, on le présente en commission, hein, en grande tour. Ah oui, aussi, il y a des PIP hein, qui ont été OK. On avait fait, comment ça s'appelle, comité de pilotage, unité sanitaire, SPAD, psychiatrie, somatique, SPIP, coordinatrice des activités, d'accord, pour pouvoir voir, vérifier, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a pas, etc., ce qui manque. Parce que pas de préservatif, trousse d'accueil, pas de préservatif, rien. Donc ça, c'est ultra tabou, pas de préservatif. Au niveau des flyers, etc., rien non plus. À la bibliothèque, rien n'est plus du tout. On est allé à l'accueil famille pour pouvoir aller voir s'il y avait quelque chose au moins. Là aussi, rien du tout. Et il y a entre-temps, il y a des UVF, unité de vie familiale, où les personnes peuvent passer avec leur famille ou leur femme des week-ends, des petits temps. Ils n'avaient pas de préservatif. Ça n'existe pas, hein. Il n'y a pas de sexualité en détention. Hein. Il n'y en a pas. On a réussi, sans avoir l'accès, sans avoir l'accord à la direction, transmettre des préservatifs aux unités en lien avec le capitaine, des préservatifs aux UBF. Au moins ça. Voilà. Mettre des préservatifs au niveau des bureaux d'entretien à l'unité sanitaire. Que dans les bureaux du SPAD. Psychiatrie. Somatique. Pourtant. Compliqué, hein. Mais par contre, ils donnent un par un à chaque personne quand elles viennent pour aller chercher leur traitement. Tiens, somatique. Je comprends pas. Moi, je lui dis que je comprends pas. Hein, le somatique, théoriquement, VIH, VHC, VHD, bref. Et il n'y a pas de prod, hein, en fait. Et du coup, voilà, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on l'a
proposé en commission santé et est venu à cette commission santé. Rida qui est venu me soutenir aussi d'action, spécifiquement de Paris. Bon, d'accord, il était sur Marseille, mais il est venu. Joachim qui est venu de Nouvelle-Aube, Stéphane Ducorévi qui sont venus. On l'a présenté à ce moment-là en commission santé. Voilà, on est en commission santé, on l'a exposé, il y avait la DPI aussi. Ils ont été plutôt favorables. Favorables en disant, vous inquiétez pas, on va vous donner la réponse dans quelques temps. Lundi, je reçois un mail. C'est quoi ce bordel? Je reçois un mail, je lis, et là, on me dit, face en gros, parce que par rapport à ce que Darmanin a dit, on ne peut pas vous accorder cette activité-là, etc., parce que pour pression médiatique. La direction, c'est quoi ça encore? Donc, du coup, j'en ai fait part ce matin, en appuyant dans les côtés, et où, où de toute façon ça va se résorber. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on travaille ensemble, tous ensemble, parce que tout seul, ce qui en ressort, c'est qu'on n'y arrive pas. On fait des petites actions, etc. C'est pas possible. Un petit sapin, c'est pas possible. Mais on est tous dans le soin. Et la santé, au niveau santé sexuelle, c'est l'affaire, comme on disait encore ce matin, et on le dira encore, l'affaire de tous. Que ce soit psychiatrie, somatique, SAPA, et je vous dirais même pénitentiaire, et des pipes, etc., etc. Voilà ce qu'il en sort. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui. Et j'en profite, que j'ai encore plein de choses à faire, parce que je ne suis pas à votre niveau. J'en profite qu'à mi-temps, c'est trop court. Je l'avais déjà dit au début, au bilan différents groupes. Il y avait des années de foule de main. Mais voilà, il faut du temps, il faut ensemble, et que se coordonner, c'est hyper important. Pour qui? Pas pour son service. Pas pour son service. Pour la personne détenue, parce qu'elle, elle rentre et elle sort, le dedans, dehors, et au niveau des surveillants. Tout simplement. Ça, voilà, ça fait les 7 ans que je bosse, et c'est ce que je retiens aujourd'hui. Et j'aspire, et je vais continuer à me battre, même si je suis à mi-temps, j'espère à plein temps. Mais voilà, à ce que, en tout cas, que les différents services arrêtent de se tirer sur les pattes, arrêtent de dire c'est mon patient, c'est pas mon patient, c'est ton patient, etc. Il y a tellement de choses à faire. Parce que quoi qu'il en soit, même s'il relève du XAPA, il relève de l'UXA. Il relève du LUXA, il relève du SPAC, parce que la psychiatrie, à un moment donné, il s'en prend plein, il se déprime ou quoi que ce soit. Voilà, et j'aspire vraiment que tout le monde puisse travailler dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, j'y crois parce que j'y tiens depuis quelques années, mais voilà, je vous invite vraiment tous à pouvoir aller dans ce sens-là, pour la personne détenue et surtout pour nos missions. Je pense qu'il y aura peut-être des questions de réaction après. On peut donner la parole à Joachim, directeur de Nouvelle-Aube, centre communautaire, l'AFR, etc. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, Joachim Lévy, je suis directeur de l'association Nouvelle-Aube. On est un travail de rue spécialisé pour la ville de Marseille, travail de rue spécialisé égale grande précarité, addiction, maladie chronique, habitat précaire. Et on a aussi un focus jeune adulte. On travaille avec l'ensemble du réseau marseillais, réseau spécialisé, les CARUD, les XAPA, certains de nos partenaires sont là, mais aussi les services hospitaliers et les services associatifs, les CGIL, etc., etc. Quand je dis on a un travail de rue spécialisé, c'est finalement ce qui est le plus facile pour moi quand on décrit notre activité, c'est ce qui permet de créer des raccourcis d'action avec la plupart des gens que je rencontre. Clairement, en fait, on est à l'origine un groupe d'usagers. Un groupe d'usagers qui a été créé en 2010, donc maintenant il y a 15 ans, en vérité 16 ans, on rentre sur notre 16e année en août. Le temps passe très vite. Et
j'ai été formé à la Sud de 2005 à 2010, notamment par Nasser Tachougav, Tinamina Anani, des personnes qui m'ont montré et dévoilé le travail de rue spécialisé, et qui m'ont donné des codes, et qui m'ont donné des raccourcis, qui m'ont donné des méthodes d'action, qui m'ont présenté les gens, et qui m'ont permis de faire le travail que je fais actuellement, sans quoi, en vérité, je serais encore en train de tourner dans la rue pour comprendre ce qu'il faut faire. Et ça, on va en parler, puisqu'on va parler de participation des agents, on va parler de transmission de savoir, et ça, c'est la grande force des groupes d'usagers et travailleurs pairs. C'est aussi ce qu'on propose à nos partenaires, et c'est ce qu'on va proposer à travers toutes nos actions, y compris en détention, et y compris sur notre action PPSMJ, égale, puisqu'on adore les acronymes en France, personnes placées sous main de justice. Donc l'action, quand je quitte la Sud en 2010, on crée l'action à zéro, et on va monter une démonstration d'action qui va finalement nous permettre, puisque c'est de la participation brute au début, hein, nous-mêmes on participe à l'action, on est nous-mêmes les premiers bénévoles, et on va construire aussi notre sécurité, notre cadre d'action égal des salaires. Ça va prendre en réalité 5 premières années pour le premier cercle d'action, et puis 10 ans pour les personnes qui vont nous rejoindre. Actuellement, on est exactement 17,4 TP, je relis ma copie pour être sûr. Je suis donc responsable d'un travail de rue spécialisé, tenu par un groupe d'usagers, mais je suis aussi en co-direction de l'auberge marseillaise qui accueille 35 femmes, 35 enfants avec des parcours violents, et en co-direction de l'auberge chez Jeanne, de chez Jeanne, donc un projet qui accueille des personnes avec un grand parcours d'errance mixte, hommes et femmes, donc ça on est très fiers de ça, très contents, avec chiens notamment, donc d'un côté les enfants, de l'autre les chiens, non. Voilà, et donc du coup, ce sont aussi des projets qui sont en lien avec notre projet PPSMJ. Quand je dis projet PPSMJ, c'est un projet PPS, donc personnes placées sous main de justice, prison et alternative à l'incarcération, très important. Puisque nous, on va évidemment essayer de trouver avec nos partenaires, notamment SPIP, JAP, juge d'application des peines, et l'ensemble de nos partenaires de notre réseau spécialisé, on va essayer de trouver des alternatives à l'incarcération. On sait qu'en France, on incarcère beaucoup, et quand on regarde, et ça a été dit aujourd'hui, notamment des précaires, notamment des personnes qui ne peuvent pas présenter opposer, comme on dit, me semble, d'adresse. Ne pas opposer d'adresse, c'est un facteur très très aggravant pour avoir une route directe vers une incarcération. Donc grande précarité, aussi les précaires, évidemment, les personnes addictes, les personnes jugées dangereuses. Je pense beaucoup aux personnes avec des problématiques de santé mentale. Ça a été beaucoup décrit dans la littérature scientifique. On travaille avec l'INSERM par ailleurs, le CESTIM notamment. Super projet, super groupe de recherche participatif, Périnou. Voilà, donc ça c'est le cadre de notre travail historique. Notre équipe comprend désormais donc des travailleurs pairs, donc des travailleurs de rue spécialisés, et des assistantes sociales, des infirmières désormais. Notre CA comporte aussi des médecins. Je salue Hans Gadelius qui nous a soutenus dès le début, qui a été aussi l'un de nos premiers présidents et qui désormais est toujours dans notre CA. Et qui nous aide énormément, qui nous a guidés beaucoup. Donc cette action, on l'a fait, comme vous l'avez vu, en construisant autour des usagers des actions avec eux, autour et avec donc, des actions sur mesure, des actions à propos. Donc, nous avons une habilitation qui nous permet de faire des TROD, des dépistages. C'est une habilitation mobile donnée par l'Agence régionale santé PACA, qui nous permet de faire des dépistages en rue, en squat, en camp, dans notre unité mobile, chez nos partenaires, et naturellement, petite base stratégique qui pourrait naturellement servir à renforcer une action de dépistage en détention. Nous sommes absolument disposés à mettre à disposition pour juste compléter, selon le protocole défini par la pénitentiaire, d'une prison à l'autre, d'un bateau à l'autre, d'un navire à l'autre, puisque chaque règle
est différente que le capitaine et mettre en son navire, nous sommes prêts à suivre chacune des règles pour proposer des missions de renfort. Et je pense savoir que certains de nos partenaires, SAPA, pareil, ou Carud, sont prêts à venir renforcer ces dispositifs. Parce qu'on aura bien compris, en France, on propose à toute personne entrant en détention un dépistage. Donc ça, c'est une belle réussite, bien sûr, et c'est quelque chose de tout à fait primordial. Maintenant, ce que nous proposons, c'est un parcours de dépistage. C'est-à-dire, et notamment, n'oublions pas, entrant, c'est un moment particulier. Nous, sur notre action de détention, on parle du parcours entrant, résident, sortant. Pourquoi entrant? Mais entrant, c'est très particulier. Tu rentres, la plupart des noces, c'est-à-dire des précaires, avec des problématiques ou pas sentimentales, d'addiction, isolés, etc., rentrent comme ça. On vous a chopé comme ça, vous rentrez comme ça, hein. Vous rentrez sans bagage, la plupart du temps, ou avec très peu. Et c'est un moment où on ne va pas avoir accès à la fameuse cantine. C'est un moment où on va être dans un premier encellulement en attendant l'encellulement définitif, en attendant notre fameux numéro d'écrou. C'est un moment où on va être complètement dépourvu. On va chercher des contacts, des relais, on va chercher du lien, ou alors on va se morfondre dans l'isolement. Donc c'est un moment très important. C'est un moment où c'est très dur à dire, mais on n'a pas parlé des violences, de l'automutilation, pourquoi pas du suicide. On l'a dit, ça aussi c'est très documenté. C'est très documenté. Si je devais repenser aux situations terribles, notamment de jeunes et de moins jeunes en vérité, mais je pense au dernier jeune homme qui s'est donné la mort dans un de nos centre de détention proche de Marseille. Au fait, le problème, c'est que voilà, il faut réussir à proposer, créer ce contact, ce parcours, cet espoir. Donc, au fait, c'est pour ça que nous pouvons travailler en partenariat pour essayer de fournir de cette petite lumière, ce projet. Et en plus, quand je parle de jeunes adultes, 18-25 ans, 18-25 ans, je veux dire, autant vous dire, de jeunes adultes, de vieux ados, quoi, au final. Hein. Je veux dire, c'est ça qu'on est. Donc, en fait, c'est des personnes qu'il va falloir raccrocher à la vie, un espoir. Donc, c'est très important. Et quelquefois, les personnes qui s'automutilent et qui finissent par faire un geste extrêmement regrettable et inéluctable, c'est sur des détails qui vous paraissent absolument aberrants quand on creuse vraiment l'explication. Quelquefois, ça peut être aussi des histoires très dures, puisqu'on a vu tout à l'heure que les personnes étaient difficilement protégées en détention. Donc effectivement, ça peut être des histoires très graves, des histoires de sang, des histoires de violence inacceptables, mais quelquefois, ce sont des histoires très légères, finalement, qui vont déclencher un acte irréparable. Donc, c'est pourquoi je propose que nous nous relions et que nous fassions une action coordonnée. Je fais partie, par ailleurs, je suis secrétaire de Vers Marseille sans sida et sans hépatite. Je salue tous mes partenaires ici et je sais que c'est un projet collectif qui nous unit tous pour lutter contre les maladies chroniques. Et donc, c'est une responsabilité qui est collective. C'est une responsabilité qui nous échappe individuellement, mais qui nous relie tous collectivement. Seul, on a bien peu de choses à proposer. Ensemble, on a vraiment quelque chose de fort à proposer. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais parler de cette action collective. Donc, le matériel de réduction des risques. Inspirons-nous de nos partenaires européens. Les projets existent, la littérature scientifique existe, je ne développe pas davantage, ça a été dit et redit, ça a été refusé. Ok. Donc, c'est bien dommage. Quand on voit les efforts qui ont été faits sur le matériel de réduction des risques à usage pour l'injection notamment, mais aussi pour l'inhalation, ce sont des produits qui ont été rendus si adaptés parce qu'ils ont été évalués par des professionnels, mais aussi par des usagers. Il y a eu des groupes experts. Vous savez qu'on a fait plus de 20 groupes experts, on fait au minimum 20 groupes experts par an. Donc on travaille avec un petit colonne, par exemple, qui est un spécialiste, qui fait une entreprise à caractère social, qui promeut du matériel spécifiquement destiné à l'usage de drogue.
Au fait, si on regarde deux seringues l'une à côté de l'autre, une, la BD par exemple, qui est utilisée aussi sur la réduction des risques, qui est plutôt une seringue hospitalière, et si on regarde la Nevershare, qui est une seringue spécifiquement destinée à l'usage de drogue, un peu de loin comme ça, je vous dirais, est-ce que vous voyez une différence? Il n'y en a aucune. Mais si on y regarde de près et si on regarde l'ensemble des détails qui ont été pensés et matérialisés, les différences sont considérables. Je pourrais passer 1 heure à vous expliquer les différences entre les différents modèles. Et notamment, il y a des dispositifs qui permettent de dissocier très facilement l'aiguille du corps de la seringue. Voilà, c'est très connu désormais, mais c'est quelque chose qui n'était pas possible auparavant. On avait appris, quand j'ai commencé en 2005, un geste qui nous permettait de casser l'aiguille sous le talon. Mais ça demandait une certaine synchronisation quand même. Donc les progrès sont immenses et ce ne sont pas les seuls. Il y en a énormément, dont l'espace mort, dont le piston. Tous les éléments ont été retravaillés et permettent d'améliorer, de contribuer à un effort de réduction des risques et des dommages pour l'usager de drogue. Sans d'encre. J'ai le plaisir, vous avez vu, vous avez pu vous servir de cette revue dont nous avons. Ça a été un travail considérable. On s'est jeté sur ce projet. C'est un projet qui nous a demandé un temps fou. Et en réalité, un travail incroyablement, franchement, si on avait dû réfléchir humainement, on n'aurait jamais dû accepter ce taf. Ce taf, on n'aurait jamais dû accepter. C'est un travail de malade. Il faut passer des nuits pour relire le bidule, rassembler le bidule, chercher le bidule, constituer le bidule. Mais en fait, on est très fiers de l'avoir fait. Et si on pouvait le continuer, on le ferait, mais on s'est fait saquer la subvention. Donc le projet est mort. Mais nous, comme on est un peu des psychos, on dirait plutôt le projet est mort-vivant. D'ailleurs, on va sortir un nouveau numéro, et je vous inviterai à la sortie du numéro 15, si je ne me trompe pas, faire boire un coup, discuter avec nos usagers, discuter avec les voisins. L'idée, c'est pas simplement de faire un ghetto d'usagers, d'ailleurs, c'est exactement tout ce que nous ne voulons pas faire. On veut relier l'usager, la population générale, le travailleur spécialisé, les financeurs. C'était le projet de Sans d'encre. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a des articles, des dessins d'usagers, il y a des articles de personnes qui savent nous l'envoyer en direct ou nous le remettre en direct, et des articles ou des projets qui ont été réalisés parce qu'on a proposé des médiums, notamment des usagers. Par exemple, la personne qui a fait ce dessin a proposé des médiums et des moyens de faire soi-même des propositions, alors même qu'on pense que notre voix n'est pas écoutée, qu'on n'a pas de voix. Vous avez vu les gens en grande précarité à la rue? Ils sont à nos pieds. Certains pensent qu'on ne les voit même pas. Au fait, cette disparition, c'est exactement ce contre quoi il faut lutter pour faire société. Voilà, donc les partenariats. Je précise tout de même, cette action, donc PPSNJ, Prison et Alternative à l'incarcération, est financée par SIDAction. Merci, parce que vous êtes les seuls à nous financer. Vous savez que personne ne finance cette action. Personne. Personne ne veut financer. Ça fait 16 ans donc que je fais que nous développons Nouvelle Hub. C'est désormais mon métier aussi de chercher des financements, alors que je suis un travailleur de rue, mais bien sûr, c'est aussi une partie importante de mon métier. D'ailleurs, maintenant, des personnes de l'association m'aident à le faire. Mais au fait, on a réussi à étayer tous nos projets, sauf le projet prison, sauf le projet PPSNJ. Personne ne veut soutenir ce projet. Et ça, c'est quand même, j'allais dire paradoxal, ou alors très logique, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est très perturbant. Nous avons réussi une nouvelle fois à attirer tout de même l'attention de la MUTECA, la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives, qui a eu tout de même la grâce de nous fournir un budget de 3 500 €. Je dois dire que l'important, c'était qu'ils nous repèrent. Parce que je n'avais pas beaucoup je pensais bien, l'important c'était qu'ils nous repèrent. Voilà. Les choses faites. Nous travaillons avec des bracelets. J'ai cité tout à l'heure l'auberge marseillaise, j'ai cité tout à l'heure chez Jeanne. C'est des endroits où on accueille en placement extérieur. Ça, ce sont de belles victoires. Le placement extérieur, c'est le bracelet sans bracelet.
C'est-à-dire que nous, partenaires, nous garantissons au SPIP et au JAP le parcours de représentation de la personne, le parcours défini par le JAP, nous le garantissons et nous en témoignons d'un mois à l'autre, et nous garantissons l'ensemble de la présentation de la personne au cours de son parcours. Et c'est 100% de réussite. Donc ça vaut quand même le coup. Là, cette semaine, échange WhatsApp équipe, un tel est rentré, sort l'année prochaine, perd probablement son appart. Dommage, on a mis 1 an et demi à trouver son appart. Donc, dommage. Vous avez parlé de PrEP, donc moi nous faisons partie de la pharmacie sensible à la sans hépatite. Effectivement, nous soutiendrons toute démarche d'explication, d'étaiement de ce type de ressources qui permettent aux personnes de se protéger. Nous sommes à votre disposition pour venir échanger avec les professionnels et avec les usagers. Le temps passant très vite, je ne sais pas. Ok. 3-4 minutes. Ok. Au fait, le projet détention, on le porte depuis le début. C'est-à-dire qu'en 2005, quand je suis arrivé à Sud, je pense qu'en 2007, on a accueilli une personne qui a développé un projet prison à Sud-Marseillais à l'époque, où j'étais travailleur de rue, et Nasser Tachegaf qui était notre coordinateur du travail de rue. Et c'est là qu'elle m'a présenté l'éducatrice qui allait par la suite m'accueillir au Beaumet. Effectivement, à l'époque, dès que j'ai lancé Nouvelle Aube, l'une de mes obsessions, ça a été évidemment d'être là où se trouvent nos publics. Marseille, c'est la grande précarité. Grande précarité, c'est la petite délinquance. Petite délinquance, ce sont les petites peines c'est les Baumettes. Logique. Donc, au fait, j'ai tout de suite pris contact avec cette personne et nous avons mis en place différents projets. Il y a énormément de choses à faire. C'est là qu'on a créé le parcours entrant, résident, sortant. Entrant, je vous ai un peu expliqué pourquoi, on pourra encore développer, mais ça va très vite. Effectivement, résident, sortant, préparé à la sortie. Résident, c'est des entretiens individuels, c'est des entretiens collectifs, des ateliers collectifs, ce sont des activités. Ce sont à chaque fois autant de prétextes à parler de santé sexuelle, autant de prétextes à parler de réduction des risques, autant de prétextes à parler de projet de vie. Voilà ce qui se cache derrière ces fameuses activités. Qu'est-ce qui se cache derrière ces fameuses activités qui sont dénoncées quelquefois dans la société? Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Mais en fait, ce sont des prétextes à créer un citoyen, à créer une personne qui a un projet, à créer une personne qui sait prendre soin d'elle et de son groupe. Donc ce sont des choses absolument essentielles qu'il faut développer. Le Covid est arrivé, comme tout le monde, nos projets ont été chamboulés. Ça veut dire que tout ce qui était développé a été posé par terre, on a essayé de relancer. Notre projet prison n'a jamais relancé au Beaumet tel que nous l'avions laissé, c'était fini. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de resituer notre projet PPSNJ, prison et alternative à l'incarcération, sur la carto régionale et notamment la carto départementale que nous avions dressée. C'est à ce moment-là que nous nous sommes davantage contactés Cynthia, et puis elle a eu la gentillesse et puis le courage de penser avec nous à de nouvelles stratégies d'action. Et que nous avons pensé à faire cette proposition de formation, de rencontre de nos partenaires professionnels pour faire évoluer positivement les pratiques en détention. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui rejaillira aussi sur les personnes en détention. On n'a pas fini, je pense. Nous irons jusqu'au bout, on le reposera, on le reprécisera et on l'obtiendra, je pense. Ça prendra le temps qu'il faudra. On ne lâchera pas. C'est un vrai projet et on le fera parce qu'il est justifié. Donc, vous voyez ce que je voulais simplement dire par ce grand
grand détour alambiqué, c'était que les projets de toute façon ne vivent que s'ils évoluent, que si on sait les remettre en question, et que si quelquefois on sait abandonner quelque chose qui semble, qui d'un coup est en train de s'étioler. Voilà, en fait, un projet associatif, c'est constamment admettre que ce qu'on a pensé n'est plus adapté et qu'on doit le reproposer. Voilà, c'est constamment sortir de sa routine et constamment sortir de sa zone de confort. Mais finalement, vu le travail qu'on fait, les personnes auxquelles on s'adresse, c'est bien normal qu'on aille chercher au-delà de notre zone de confort. Voilà, bon, c'était un peu ce que je voulais dire. En tout cas, notre équipe pluridisciplinaire désormais est à la disposition de nos partenaires, notamment finalement le projet de détention qui est le plus naturel et le plus direct pour nous, c'est-à-dire évidemment les Baumettes. Les Baumettes, c'est Marseille. Hein. Donc au fait, je veux dire, nos gens entrent et sortent, et en plus de ça, on rattrape des situations catastrophiques sur les sorties, parce que les petites peines, on a très difficilement par exemple, on a un projet qui s'appelle la VDL, avec et vers dans le logement, c'est l'ADETS qui nous finance ça. On a 36 mesures, c'est une fierté. Mais au fait, c'est quasiment impossible de faire bénéficier d'un projet d'accompagnement vers le logement une personne qui rentre en détention Baumette. On n'a pas le temps. On n'a juste pas le temps. Au fait, il sort. Donc après, on peut essayer de le rattraper. Mais bon. Voilà, donc ça, c'est notre difficulté. Le logement, c'est certes l'hébergement, ou l'hébergement collectif et participatif, aka l'auberge marseillaise ou Jeanne. Voilà aussi une manière, je pense, de répondre aux difficultés de grands précaires. On ne peut pas simplement dire aux grands précaires fais attention à toi, utilise du matériel stérile, fais attention à la société, ne sois pas violent. Oui, mais en fait, le problème, c'est que les gens sont à la rue. Voilà. Donc, en fait, n'oublions pas, c'est une question globale qui doit être mobilisée, qui comprend logement, activité, santé. Et si on peut passer à chaque fois qu'un des éléments, en fait, à chaque fois, on recommencera éternellement le même problème, on reconstruira la bête toujours plus renforcée, et on renforcera toujours plus l'approche par la sécurité, la caméra, la police, et tout quanti. Voilà. Peut-être pour échanger, ça c'est une question dans la salle. Spécifique. Moi j'en ai plein. J'ai aussi des remarques. Ouais, tout d'abord, par rapport au poste de Cynthia, qui effectivement qui travaille dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle XAPA Référent, qui a été mis en place en 2013, et qui a pour l'instant pas fait l'objet d'une évaluation, et qui est à des dotations selon les régions, puisque pour le coup, moi je me suis beaucoup investi sur la région Île-de-France pour créer un groupe d'intervenants dans le XAPA Référent, des dotations qui sont très disparates. Initialement, effectivement, c'est des postes, c'est un mi-temps de travailleurs sociaux, éduc, etc., qui, on l'a bien vu, absolument pas adapté aux besoins et aux missions qui doivent être remplies. C'est-à-dire le méta-objectif du XAPA Référent, ça va être vraiment travailler l'articulation entre le dedans et le dehors, mais aussi travailler l'articulation dans le dedans. Puisqu'on voit bien qu'il y a plein de dispositifs différents qui existent à l'intérieur des maisons d'arrêt. Tu as parlé de guerre, de chapelle, en tout cas je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, en tout cas de compartimentage finalement des acteurs du soin et de la prévention. Et on voit bien en plus que l'utilité du rôle du XAPA Référent pourrait créer un petit peu de fluidité dans ce rouage-là de l'accompagnement des personnes détenues au niveau du soin, mais qui est très sous-doté aujourd'hui. Donc ça, actuellement, nous en tout cas en région Île-de-France, on est en train de travailler avec l'ARS, c'est pour ça que j'ai appelé aussi l'ARS à parfois intervenir et soutenir un petit peu ces projets pour développer ce poste qui me paraît essentiel et qui me paraît être un maillon essentiel dans la prise en charge des personnes détenues, des patients, des usagers, on les appelle comme on veut, créer un langage commun, créer un lexique compréhensible et commun, puisque effectivement on a les mêmes suivis, les mêmes accompagnements. Donc ça c'était une première chose. Et je pense que ce que tu disais, Joachim, c'est qu'il y a des projets qui sont créés, à un moment ils sont plus adaptés ou sous-dotés. C'est ces questions-là, c'est comment un petit peu on arrive à faire entendre que les besoins ne sont pas suffisants et à pouvoir être aussi écoutés. Et en dotation de ressources humaines aussi, puisque c'est cette question-là, les questions de volonté, elles existent. Les questions de moyens, la mission est grande, la mission est importante, mais elle est sous-dotée. Et du coup, on est toujours un petit peu obligé de bricoler. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un consensus autour de ça. Donc à suivre peut-être. Mais je pense que fédérer les acteurs d'intervenants en prison
serait, à mon avis, même au niveau national, hein, je pense que ça existe très peu, il y a un voile opaque qui est mis sur les détenus, mais aussi sur les intervenants en détention. Et finalement, un petit peu trouver des moments, des groupes d'échange qui permettraient un petit peu d'améliorer la prise en charge. C'est plutôt là-dessus que je voulais rebondir.